Dans ce numéro, nous parlons de l'automédication. Alors que celui qui n'a jamais pratiqué l'automédication me jette la première ordonnance, c'est vrai que c'est pas bien. L'automédication, faut pas le faire, c'est mal. Allez-y. Chaque année en France, à cause d'un mauvais usage de médicaments, 130 000 personnes terminent à l'hôpital et 10 000 au cimetière. Il fait chaud, ça rase. Je suis en PLS. Ouais, petit changement de décor. Nous sommes dans une autre pièce aujourd'hui. Canicule oblige, j'étais obligé d'aller dans une pièce où il fait beaucoup moins chaud. Désolé, vous allez entendre potentiellement du ronronnement de la climatisation, mais j'ai pas le choix. Je suis pas très fan de la chaleur, donc je passe une très mauvaise période en ce moment. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant qui est la continuité du sujet précédent, les 10 conseils pour une automédication efficace et moins risquée. Commençons déjà par la définition de ce que c'est qu'une automédication. Des définitions, il y en a plusieurs, mais je vais prendre aujourd'hui celle de l'OMS que je vais un tout petit peu modifier dans le cadre de cette vidéo-là. Qu'est-ce que l'OMS dit ? C'est une pratique qui consiste pour une personne à choisir et à utiliser un médicament pour une affection ou un symptôme qu'elle a elle-même identifié. Ce qui sous-entend que la personne n'a pas eu recours à un professionnel de santé au préalable avant de prendre son médicament. Je vais intégrer dans cette définition les compléments alimentaires, les plantes, autres thérapies, incluant l'ingestion d'une substance. Alors, je vais commencer par un premier conseil qui est l'identification du bon symptôme. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre entre une allergie cutanée et une dermatite de contact. Il ne faut pas confondre un mal de tête dû à un manque de sommeil et un mal de tête dû à une anémie, par exemple. Il ne faut pas aussi confondre entre une indigestion intestinale à la place d'un côlon irritable. En fonction du diagnostic qui est posé, le traitement ne sera pas le même. Donc il est très important de savoir identifier les symptômes. Et si vous avez un doute, vous savez exactement quoi faire. Contactez un professionnel de la santé, y compris des praticiens. Ce n'est pas la peine d'appeler votre ami ou une personne qui a eu les mêmes symptômes que vous, c'est absolument pas la chose à faire. Et quand je dis praticien, c'est pour ceux qui en consultent. Et les praticiens, il y en a de très bons. Je dis ça, je dis rien. Je ferai peut-être une vidéo spécifique à cette pratique qui est très utilisée, principalement en Afrique, et qu'on néglige un peu trop souvent. Mon deuxième conseil serait d'utiliser des substances que l'on connaît très bien. Cela peut être un médicament, un complément alimentaire, de la phytothérapie ou encore de l'homéopathie, et ceci pour deux raisons. La première, c'est de bénéficier d'un effet placebo très important, parce que si on connaît déjà le médicament qu'on prend, l'effet psychologique que cela joue dans notre organisme est très important. La deuxième raison, c'est de limiter l'exposition de votre organisme à une substance à laquelle cet organisme n'a jamais été exposé jusqu'à présent. Donc vous vous limitez de bon nombre d'effets secondaires, voire d'allergies. Ouais, il fait chaud. Le troisième conseil que je peux vous donner, c'est de lire la notice. Parce que c'est très important, même quand c'est un médecin qui vous prescrit un médicament et qu'un pharmacien vous l'a délivré, ces deux corps de métier ne sont pas toujours faits de tous les paramètres importants dont vous seul êtes au courant. Donc il faut les lire pour savoir si vous êtes concerné par une des indications qui sont inscrites sur cette notice. Il y a inscrit dessus les conditions de stockage, très important. Sinon respectées, la molécule soit devient inactive ou plus dangereuse. Les autres inscriptions, c'est les effets indésirables potentiels, les précautions d'emploi, comment faire pour l'utiliser, quelles sont les conditions dans lesquelles il ne faut pas les utiliser, avec quels médicaments il faut les prendre et avec quels médicaments il ne faut pas les prendre. Tous ces éléments sont inscrits dans la notice et qu'il faut prendre en compte. Si vous ne dites pas tout à votre médecin, à votre pharmacien, ils ne vont pas le deviner et bien forcément, ils ne vont pas vous donner tous les conseils qui vont bien. Si le produit que vous prenez n'a pas de notice, alors il serait convenable de vous retourner vers le prescripteur pour que cette personne vous dise au moins dans quelles conditions il faut l'utiliser, dans quelles conditions il faut les conserver et quels sont les potentiels effets que cela peut avoir comme indésirables. Si la personne n'est pas capable de vous répondre, je vous conseillerais de ne pas en prendre, tout simplement. Le quatrième conseil concerne aussi bien les personnes qui sont allées chez un médecin qui leur a prescrit un médicament qui a été délivré par un pharmacien et ces personnes le prennent en toute autonomie chez elles. C'est de respecter ce qu'on vous a donné comme conseil.
Donc, si on vous a dit de le prendre 3 fois par jour, prenez-le 3 fois par jour. Ne faites pas comme bon vous semble. Ça a toute son importance pour une meilleure prise en charge de votre pathologie. Et ceci s'applique aussi aux compléments alimentaires, à toute forme de phytothérapie ou à l'homéopathie. Il faut respecter les conseils de celui qui vous prescrit. Que ce soit un professionnel de santé ou pas, respectez ce qu'il vous dit à minima. Ou bien alors, lisez la notice pour savoir quels sont les conseils que le fabricant donne pour une meilleure prise en charge. Le 5e conseil, c'est de respecter les conditions de prise, que ce soit d'un médicament, d'un complément alimentaire, d'une phytothérapie, de tout ce que vous voulez. Si on vous dit que c'est à faire fondre sous la langue, laissez-la fondre sous la langue. Si on vous dit c'est à avaler en plein milieu d'un repas, alors buvez-le en plein milieu d'un repas. Si on vous dit c'est à prendre avec tel ou tel autre complément alimentaire ou en absence de tel ou tel autre médicament, il faut respecter ça, c'est très important. Un médicament qui est censé être ingéré par voie sublinguale, c'est-à-dire sous la langue, et que vous avalez, c'est plus la même chose. Je me rappelle quand j'étais petit, on nous faisait, parce qu'on voulait améliorer la prise de médicaments, on écrasait des comprimés de quinine pour les donner en mélangeant dans de l'eau. Bon, déjà c'était très dégueulasse, mais en plus, c'est un truc à ne pas faire. Un comprimé, c'est un comprimé. S'il est mis sous forme de comprimé, c'est bien pour une raison précise. Alors, laissez-le sous forme de comprimé. Et ce n'est pas la peine d'ouvrir vos gélules et de verser le contenu dans un verre, dans un jus de fruits, si le fabricant ne vous donne pas l'autorisation de le faire. Parce que s'il ne dit pas, ça veut dire qu'il n'a pas testé. S'il n'a pas testé, faites pas. Bon. Le 6e conseil, c'est d'éviter des cocktails médicamenteux. La règle est simple, c'est plus vous avez de substances ingérées dans la même journée, plus les risques d'interaction entre elles sont possibles et les dangers qui vont avec. Donc, si pour X raison, vous avez besoin de prendre un cocktail de médicaments, il est peut-être judicieux de se tourner vers un professionnel de santé pour demander son avis. Je tiens à préciser qu'ils ne savent pas tout, surtout, dont ils vont vous conseiller du mieux qu'ils peuvent, mais le risque, il est très présent. Donc, mon conseil, dans ces cas-là, c'est si vous pouvez, parce que je pense que ce n'est pas toujours possible pour tout le monde, évitez d'en prendre trop de substances qui ne vous servent peut-être pas à grand-chose. Change mon t-shirt, je commençais à dégouliner dans l'eau. Mon 7e conseil, c'est d'éviter le mésusage des médicaments ou de toutes les autres substances que l'on peut ingérer. Ces substances ont généralement une indication ou des indications bien précises connues de tout le monde. Un paracétamol, c'est pour diminuer la fièvre, c'est pour réduire la douleur. Ne l'utilisez pas pour faire autre chose. Comme exemple, quand je travaillais au Sénégal, il y a un médicament qui a été mis sous haute surveillance par les autorités sanitaires du pays parce qu'il y a eu des cas très graves et même des morts, il me semble, de femmes qui l'ont utilisé de manière inappropriée. Ce médicament a été mis sur le marché pour traiter des ulcères gastriques. Il contenait comme principe actif du misoprostol, il me semble, et cette substance a comme effet secondaire d'entraîner des contractions utérines. Il était clairement indiqué sur la notice que ce médicament est interdit pour les femmes enceintes. Ce qui s'est passé, c'est que certaines femmes voulant avorter de manière clandestine l'ont utilisé le médicament non pas par voie orale, mais par voie intra-utérine. Du coup, il s'est passé ce qui s'est passé, certaines personnes en sont mortes. Donc, c'est pas anodin quand on dit un médicament doit s'utiliser d'une certaine façon pour une indication, de l'utiliser pour cette indication et pas pour une autre indication. Et des exemples comme ça, j'en ai quelques-uns en poche. Il y a un qui me vient en tête et que je vais traiter spécialement dans une vidéo concernant la dépigmentation, qui est un vrai problème de santé publique dans certaines régions du monde. Mon 8e conseil ne concerne pas tout le monde. Je parlerai principalement ici des pays subsahariens que je connais très bien, principalement le cas du Cameroun dont je suis originaire. Ce conseil, c'est d'éviter les médicaments de la rue autant que possible. Je peux comprendre que la situation socio-économique de nos pays pousse les personnes à se diriger vers ces médicaments-là qui sont vendus à tous les coins de rue et qui sont connus de tout le monde. Ça, c'est pas des médicaments qu'on achète en cachette. Ce sont des médicaments, on ne connaît pas l'origine, on ne connaît pas les conditions de stockage, même pas besoin de les connaître. Ils sont vendus en plein cagnard du 1er janvier au 31 décembre. Donc, autant vous dire qu'en termes de risque, on est là. Je peux comprendre que par souci d'économie, on se dirige vers ces médicaments de rue qui sont beaucoup moins chers que les médicaments vendus en pharmacie. Il y a une chose que je sais, c'est que faire des économies sur sa santé, c'est jamais un bon choix.
On est plus utile pour une société ou pour sa famille en bonne santé que sur un lit d'hôpital ou 6 pieds sous terre. Certains me diront, de toute façon, on en prend, on n'en meurt pas. Je vous dirai, qu'est-ce que vous en savez? Parce que là, personne n'est venu faire une étude pour estimer le nombre de morts qu'il y a dû à ces médicaments de la rue, parce que je suis quasi certain qu'il y en a. Mon 9e conseil, c'est de penser à déclarer tout effet indésirable suspect. Lorsque vous ingérez une substance et que vous avez un effet indésirable et que vous pensez que c'est en lien avec cette substance, il est nécessaire de faire remonter l'information via un dispositif qui s'appelle la pharmacovigilance. Vous pouvez contacter directement votre médecin, votre pharmacien, ou alors vous-même vous diriger vers le site officiel de l'agence de santé de votre pays. Pour les compléments alimentaires, on appelle ça de la nutri-vigilance. Et pareil, il y a aussi des formulaires à remplir. Vous pouvez aussi le signaler à votre médecin, à votre pharmacien. Et ces remontées d'informations vont participer à la sécurité du médicament. Et c'est comme ça que vous pouvez entendre de temps en temps que certains médicaments sont retirés du marché parce qu'on considère qu'ils ne sont plus sûrs suite à ces remontées d'informations. C'est comme ça que vous participez un peu à la santé publique. Mon dernier conseil et le 10e, c'est il faut savoir s'avouer vaincu. Quand ça vous dépasse, portez vos clics et vos claques et allez voir un médecin. Ciao.